La première caractéristique que je me souviens t'avoir attribuée, Diego, c'est que tu étais grand. T'étais pas si grand en réalité. J'ai mis du temps avant de l'admettre d'ailleurs parce que dans mes yeux d'enfant, tu étais immense. Quand je mettais ma main contre la tienne, ça nous faisait rire de voir que mes doigts ne dépassaient pas tes paumes. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que je te voyais si grand, car une sorte de grand mystère planait autour de toi. J'ai très peu de souvenirs concrets de toi, de mes 0 à mes 7 ans. Nos 7 ans d'écart se faisaient sentir à ce moment-là, j'imagine. Dans la première maison dont je me souvienne, toi et Cédric, vous aviez chacun une petite chambre au dernier étage. Je me rappelle m'être aventurée quelques fois dans la chambre de Cédric, mais jamais dans la tienne. C'était une sorte de sanctuaire. Tu ne m'y avais jamais interdit l'accès, mais j'y allais pas, simplement par respect, parce que j'étais intimidée aussi. Je sentais ton indépendance. Cédric et moi, nous étions du genre à déverser sans filtre nos idées et nos états d'âme dans le cadre familial. Toi, il y a beaucoup de choses que tu gardais pour toi. J'ai pensé au mot sanctuaire spontanément, mais sûrement pas par hasard. Tu as toujours eu une étrange distance avec le monde. De là, tu semblais pouvoir l'observer et te poser des questions de fond. Tu observes, te questionnes, et développes une pensée qui n'appartient qu'à toi, comme un petit philosophe. Quand j'étais petite, je n'avais aucune idée de ce qu'était un philosophe, et je n'avais jamais envisagé que le monde puisse être quelque chose qui se questionne. Mais je sentais qu'il se passait chez toi quelque chose de profond et de singulier, pour lequel j'avais beaucoup de respect. À 7 ans, on a déménagé, et ma chambre s'est retrouvée à côté de la tienne. Je pouvais t'entendre t'entraîner à la guitare ou écouter des CD à travers le mur. Ça me permettait de mettre un paysage sonore à ton univers. Je me rappelle l'album Thriller de Michael Jackson que j'ai découvert comme ça. Cet été-là, on a fait un voyage en Californie avec beaucoup de trajets en voiture. Et pour passer le temps, on s'amusait à reproduire chaque morceau de l'album avec des bruits de bouche et nos cordes vocales. Tu faisais les basses, moi la partie mélodie, et Cédric faisait les percussions, bien sûr. Dans mon souvenir, on arrivait à des résultats assez précis. En grandissant, la fascination que j'avais pour toi est devenue une sorte de complicité. Tu étais l'aîné, déterminé à développer ton indépendance, et moi j'étais la dernière, un peu dans la lune. À notre manière, nous avions chacun une place un peu distante par rapport au groupe. En vacances, par exemple, quand nous partions avec des amis. De là, on pouvait s'échanger des coups d'œil complices. Tu semblais dire « Mais non, tu n'es pas toute seule, je te vois bien, je garde un œil sur toi. » Toi et moi, le quotidien nous ennuie. Tu t'en échappais en jouant à des jeux vidéo. Et moi, je construisais des mètres carrés de villages miniatures. Parfois, on s'échappait ensemble. Tu passais la tête à travers ma porte pour me prévenir que tu allais jouer à Zelda. Je lâchais aussitôt mes constructions pour te regarder jouer. J'adorais ces voyages à tes côtés. Un peu en retrait, toi et moi, j'ai appris avec toi à avoir un regard amusé sur le monde, à apprécier la vie dans son aspect dérisoire et insensé. Jamais pointer du doigt avec toi son côté absurde et hilarant. J'adorais t'observer vivre. Ce qui me faisait mourir de rire avec toi, c'est le peu d'influence que ton entourage pouvait avoir sur toi. Que ce soit la famille, l'école ou n'importe quel groupe, tu as une pensée très indépendante, et tu pouvais balayer d'un revers de main les choses communément admises. Un bel exemple de liberté. Le plus jouissif pour Cédric et moi, c'était l'idée du raisonnable de maman que tu ne prenais pas du tout au sérieux. Le concept de raisonnable, c'est probablement le totem le plus imposant et scandaleusement frustrant qui nous a accompagnés pendant notre enfance.
On comptait les heures de sommeil et « Attention, en dessous de 10 heures, tu seras fatigué demain. » Non, tu n'as pas faim, il n'est pas l'heure d'avoir faim. Tu déniches un pull collector, mais tu peux lui dire adieu parce que tu n'en as pas besoin. Tant de limites qui avaient pour seule justification les mots principe et raisonnable. Pour toi, ce n'était pas du bon sens, mais des pures croyances. Tu y as répondu en développant un rythme de vie qui ne prenait clairement pas en compte ce que maman considérait comme étant raisonnable, mais qui était dans le respect de tes besoins. Tu n'étais pas déraisonnable, juste pas conventionnel. Et il y avait toujours derrière tes choix de vie un raisonnement intelligent et réfléchi, ce qui est en réalité la définition du mot raisonnable. Avec les cadres, l'enjeu n'a jamais été de s'y conformer, mais de les détourner pour rendre le quotidien plus intéressant. À la montagne, par exemple, quand nous descendions les sommets, tu as découvert que l'idéal n'était pas de résister à la pente, mais de la vivre pleinement. Et tu abandonnais les chemins sinueux pour dévaler en ligne droite à travers les champs en criant « Freestyle !» suivi par Cédric et moi, évidemment. J'aime bien cette image. Le sentier est une possibilité parmi tant d'autres. C'est bien un raisonnement qui vient de toi, ça. J'ai une belle image qui me vient quand je pense à Marissa et toi. Je vous revois tous les deux les pieds dans l'eau face à la mer, dans la lumière du soir. Et tu l'enveloppes avec tes longs bras en essayant tant bien que mal de ne pas trop te baisser. Tu me fais penser à une sorte de poulpe maladroit. Et ces tentacules autour de Marissa, c'est une mer de bienveillance. Je la connais bien, cette bienveillance. J'adore cette douceur un peu gauche que tu as, parce que t'es pas très démonstratif de tes émotions, mais tu essayes quand même parfois. Ce sont des moments assez uniques où, beaucoup plus que d'habitude, on te sent hésiter, comme si tu te demandais « Comment font les humains pour témoigner de leur affection ? Comment font-ils pour réconforter ?» Mais tu t'en sortais très bien au final. Avec moi, quand ça n'allait pas, tu le voyais tout de suite. Tu ne savais pas exactement quoi dire, mais je sentais ton désir de m'aider à me sentir plus légère. Et ta volonté me consolait bien plus que n'importe quel mot. Tu sais écouter. Quand tu m'écoutes, tu es attentif à chaque chose que je dis. Je te sens concentré. Parfois ton regard se dirige vers le haut, c'est signe que tu réfléchis. Tu cherches à te mettre à ma place pour mieux comprendre, ou alors tu essayes de m'amener vers ce qui pourrait être une solution. Mais surtout, quand tu m'écoutes, tu ne portes aucun jugement. Tu feras pareil avec Marissa. Elle est entre de bonnes tentacules avec toi. Elle pourra essayer des trucs, elle pourra se tromper, recommencer 1000 fois, sans jamais perdre sur elle ton regard bienveillant.